Cela sera toujours un plaisir pour nous de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour notre discussion de cette matinale à travers Sans Tabou de la Cour commune. Mesdames et messieurs, à nouveau bonjour et bienvenue. Alors, je vais commencer l'introduction en disant qu'on sait la place que tient le nom dans les grandes traditions spirituelles. Invoquer par exemple le nom de Dieu, c'est déjà, mesdames et messieurs, l'adorer. Connaître le nom d'une chose, c'est avoir mystérieusement accès à son aisance. On peut donc s'attendre avec le nom des personnes à rencontrer des manières, des manières de dire et de faire hautement chargées de sens au plan anthropologique. Les systèmes africains de nomination sont extrêmement diverses et complexes, vous le savez, puisque ici en Afrique, on donne des noms à travers les événements, à travers des vécus, à travers également des objectifs. Alors ici, sur ce plateau, nous ne pouvons que dire le mode d'emploi. Comment on s'y emploie, comment on nomme dans la tradition africaine, mais comment on nomme précisément au Bénin. Le nom dans la tradition béninoise, mode d'emploi, c'est notre thématique. Et voici mes invités. Alors, je vous présente mes invités. J'ai avec moi sur ce plateau Monsieur Barthélémy Babalao. Il est socio-anthropologue puisqu'on ne saurait parler de nom sans prendre sur cette thématique des sachants, des personnes qui étudient donc la société, les pratiques dans la société. Monsieur Babalao, bonjour. Bonjour Angèle, ça fait beaucoup plaisir de se retrouver sur ce plateau avec toi ce matin-ci. Le plaisir, il est partagé. Vous faites bien de le dire puisque ça fait un bail. Ok, oui, évidemment, ça fait un bail. J'espère Mais je suis là à nouveau. Merci beaucoup. Ok. J'espère que vous vous portez très bien. Oui, je me porte bien. D'accord. Bonne arrivée donc. Ok, merci. J'ai avec moi également Monsieur Toussaint Yemenvo Aromagnon. Lui, il est chercheur indépendant de l'histoire. Monsieur Aromagnon, bonjour. Bonjour, Tata Angèle. Angèle, simplement. C'est Tata encore aussi. avec Angèle, ça me va. Monsieur Oui. Aromagnon, vous allez bien? Je vais bien. Merci d'être là également. Et j'ai aussi Monsieur Édouard Haro. Lui, il est le ministre il est ministre, j'allais dire, à la cour Haro-Glélé au niveau d'Abomey. Il est le chef du secrétariat permanent des chefs cantons et chefs régions de Dahomey. Monsieur Haro, bonjour. Bonjour Madame Angèle. Voilà donc le sujet qui nous réunit, chers invités, pour donc identifier le mode d'emploi de la nomination dans la tradition africaine. Alors, l'honneur aux aînés m'oblige à donner la parole à Monsieur Haro, puisque je vais dire c'est lui le doyen de ce plateau. Monsieur Haro, si on doit faire des clarifications conceptuelles, qu'entend-on par nom? Oui, en réalité, Madame Angèle, je vais vous dire que, bon, non, c'est un groupe de mots servant à désigner, à nommer une catégorie d'êtres ou de choses à la distinguer d'autres catégories. En réalité, un nom permet d'identifier et chaque fois de faire exister son vis-à-vis. Et je dirais également que le nom ne concerne pas seulement les êtres humains, mais le nom concerne également les êtres animés et inanimés. Et c'est partant de là que je pourrais toutefois dire que le nom revêt une importance capitale dans les activités sociales. Sans nom, dans une activité sociale, il n'y a pas de vie. C'est pourquoi je pourrais vous dire d'une manière conceptuelle que le nom, c'est un phénomène qui nous amène nécessairement à nous mettre à l'épicentre des activités d'une société. D'accord. Merci déjà pour cette première parole. Monsieur Babalao, c'est à votre tour. Le nom,
Ok, merci Angèle. Et puis, je remercie Monsieur Ao par rapport à cette clarification conceptuelle qu'il vient de faire. C'est tout à fait normal. Le nom, c'est à l'identification, en tout cas des êtres humains, si nous parlons ici des êtres humains. Donc, les noms, c'est pour identifier les personnes humaines que nous sommes. Effectivement, son nom dans la société, je pense qu'il serait difficile d'appeler un individu X, d'appeler un individu Y. Donc, c'est pour cela que c'est vraiment d'une importance capitale, vraiment d'avoir des noms. Donc, ça, c'est bel et bien à l'identification des personnes. Il est vrai, M. Ao est allé plus loin pour dire, bon, s'il ne s'agit pas uniquement des personnes, même les êtres inertes également, donc que ce soit les êtres vivants ou les êtres inertes, donc que ce soit les objets, tout est nommé. Effectivement, tout est nommé. Donc, c'est pour pouvoir faire la part des choses que tout est nommé comme ça. Bon, mais ici, comme nous sommes là pour les personnes humaines que nous sommes, donc c'est pour pouvoir nous identifier dans la société. Dans les familles, Monsieur Aromayo, vous êtes chercheur indépendant de l'histoire. Dans les familles, le processus, il est différent. Comment on s'y prend pour nommer telle ou telle personne? Bon, merci. Le nom, comme ils viennent de le dire, c'est un outil de programmation de l'individu. Un outil de programmation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est par le nom. D'abord, je rappelle que après la création, selon la Bible, dans Genèse, vous avez Dieu dit, donne un nom à chaque chose que tu veux commander. On donne un nom à chaque chose que l'on veut commander. Et je reviens à ce que je disais par rapport à la programmation. Le nom programme l'individu. À quoi? Programme l'individu, c'est-à-dire on dit ce nom est donné pour à l'image de certains, comme par exemple de certains vécus, par rapport à un vaudon, par rapport à un événement spécial, par rapport à un métier, on donne un nom pour que à partir de ce nom, on puisse identifier la personne, comme ils ont expliqué tout à l'heure, qu'on puisse dire, entre griffes, parce que quand on utilise le mot manipulation, on a comme impression que c'est toujours dans la négation. On puisse manipuler l'individu. Manipuler l'individu. Parce que le nom, ce n'est pas le porteur qui l'utilise bien souvent. Ce n'est pas le porteur, c'est-à-dire ce n'est pas celui qui est... je parie que toute la journée d'aujourd'hui, vous entendrez votre prénom, Angèle. Mais peut-être une seule fois sur 10, vous-même, vous allez répéter ce nom. Donc, c'est un outil qui est utilisé pour interagir avec le porteur. Donc, disons que, comme ils l'ont expliqué tout à l'heure, le nom est fondamental. C'est par le nom qu'on existe. Sans le nom, on n'existe pas. C'est par le nom qu'on existe dans la société. Donc, il est fondamental de se préoccuper de comment le nom est formé. Le nom, c'est grand N, si je dois rester dans un esprit un peu mathématique, grand N, nom d'un individu, d'un objet, machin, égale image, c'est-à-dire l'image de l'objet, plus l'énergie qui le met en mouvement. D'accord. Plus l'énergie qui... Je suis devant une population je suis devant un ensemble de chiens. Et j'ai un chien dans cette population qui s'appelle Loulou. Quand je vais devant cette population, je dis Loulou, il va dresser les oreilles. Il dit viens ici, il va venir vers moi. Ce mouvement que je crée, d'abord je dis Loulou, je sais que c'est un animal qui a 4 pattes, qui a certaines propriétés, qui a à boire, qui fait un certain nombre de choses. Et quand je dis Loulou, viens ici, Loulou redresse les oreilles, se lève, et c'est le seul parmi la population qui vient vers moi. Donc c'est un outil d'identification, c'est un outil de manipulation. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il faut prendre le mot manipulation dans le sens positif, c'est-à-dire ce n'est pas forcément... Le négatif aussi existe. Oui, bien sûr, on peut appeler le chien pour la battre. Alors, intéressons-nous maintenant à présent au système de nomination ou aux critères qui déterminent ces choix. Alors, Monsieur Haro, ça va se faire certainement selon les traditions, selon les familles. Oui, Madame Angèle, et je dirais d'abord,
à l'entame des clarifications à ce niveau que le nom, en réalité, est considéré comme un art, c'est-à-dire un moyen d'émouvoir le plus grand nombre des hommes en leur offrant une image privilégiée des joies et souffrances communes. Comme l'a dit tout à l'heure M. Achomayon, et par rapport à son chien, et s'il appelle et qu'il dresse les oreilles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est celui-là réellement, ou bien c'est cet animal-là qui représente ce que je veux. Mais en Afrique, dans le monde, et plus particulièrement dans notre contexte, et je dirais d'abord au côté négatif avant d'aborder le côté positif. Le côté négatif, bon, nous avons été vraiment adulés par l'importation de nos colonisateurs au point que quand quelqu'un naît un jour, avec le calendrier, on regarde, on lui dit, bon, il est né tel jour, il porte tel nom. Non, c'est grave. Parce que le nom incarne une spiritualité. Le nom incarne des actes qui vont suivre l'âme qui est née, qui vont suivre l'âme qui est née dans le contexte de son existence. Mais malheureusement, nous ne le faisons pas ici. Mais nous le faisons sans le savoir. Si j'aborde le côté positif, ben on le fait par la sortie. Certains d'ailleurs, à la naissance de l'être, ils ne donnent pas de nom. Ils ne donnent pas de nom. Et c'est à la cérémonie de sortie que les baptêmes interviennent. Puis on lui dit, bon, celui-là, désormais, on l'appelle ci, on l'appelle ça. Mais, en réalité, le nom d'un être qui est né est porté par l'âme qui l'incarne. C'est par rapport à ça que l'on se réfère à l'oracle avant de faire désigner ou bien de nommer quelqu'un. Et surtout dans le contexte béninois, c'est ça qui est au niveau des familles du plateau d'Abomey, d'ailleurs un peu partout, et dans les contextes ethniques, c'est ce qui se fait, c'est pas l'oracle. Par exemple, moi qui suis ici, vous m'avez appelé tout à fait Ao Edouard, mais j'incarne un nom qui effectivement est conforme à mes manières de faire en ce qui concerne mon existence. On m'appelle Bessougla, qui vient directement de mon âge gardien, le roi Guézo, donc l'oiseau au bec audacieux. Tous ceux-là qui portent ce nom, en réalité, doivent être des éléments endurants, des éléments qui puissent commettre des actes, mais pas de légèreté, mais des actes d'une importance capitale, mais qui ne reculent devant rien et qui n'ont peur de rien. Et c'est dans la manifestation, si c'est réel et que l'intéressé porte ce nom-là, c'est ce qui se passe. Donc, il y a encore un autre phénomène. Et lorsque nos rois, nos chefs traditionnels, bon, avec leurs noms qui leur ont été attribués au cours de leur existence, s'ils deviennent un grand dans le contexte familial, dans le clan, mais ils ont l'obligation de se faire de noms forts. Et c'est par rapport à ça là qu'on les désigne et ils expliquent pourquoi il y a cet aspect-là. Donc, par rapport au système de nomination, il faudrait comprendre qu'il y a l'oracle qui est là. Il y a également le contexte même d'incarnation qui est là. Parce que avec le document souvenir prénatal, il faudrait comprendre que l'être qui vient de naître là n'est pas celui-là qui est né aujourd'hui, mais peut-être qu'il a déjà vécu une fois. Une fois ou plusieurs fois. Et c'est au moment où il vient de naître maintenant que nous acharnons à lui donner des attributs, des noms, ainsi de suite. Donc à ce niveau, il faut comprendre que dans le contexte du système de nomination, il est clair, l'être humain est assujetti à des pratiques.
à des pratiques et des pratiques de son inhérentes. ethnie ou Et de son pays de ou son ethnie son d'abord, ethnie. de son ethnie d'abord, et de son âme, parce que l'âme incarne un développement de son existence. Est-ce que vous voyez? Bien sûr. Et si nous essayons de comprendre tout cela, nous verrons que les noms, quand vous voyez quelqu'un qui porte, c'est pourquoi il ne faut pas s'aventurer à donner n'importe quel nom à n'importe quel individu. Je vous donne un exemple précis. Si vous voulez, nous savons ce que c'est qu'un voleur, un adjutant. Il est né, on lui dit, son nom là, désormais c'est adjutant. Vous verrez que dans la manifestation spirituelle et autres là, du destin de l'intéressé, les gens d'abord vont l'écarter. Ils auront du mal à l'aborder. Adjutant, qu'est-ce que ça signifie? Un voleur. Et c'est le nom qu'on a trouvé à lui porter. Ou bien s'il est incarné par un génie, D'accord. un mauvais génie, il fera la manifestation de ce mauvais génie-là. Est-ce que vous voyez? Bien Donc sûr. c'est ce que je pourrais dire par rapport à cette situation de nomination D'accord. et de système de nomination avec les facteurs qui déterminent. Avant que je ne repose la question sur le facteur, moi je veux bien poser une question toute bête. Monsieur Balao, pourquoi je me sens obligé de répondre quand on m'appelle? Bon, on se sent obligé de répondre quand on vous appelle parce que c'est vous qui portez ce nom. Puisque si vous êtes dans une société donnée et puis, bon, on dit Angèle, on sait que, en tout cas, c'est vous seul qui êtes Angèle dans cette salle. Donc, c'est vous qui allez répondre donc, de façon systématique. Donc, parce que vous portez vraiment ce nom. Et bon, je vais profiter de mon micro et puis pour passer un peu à la catégorisation des noms dans notre société, surtout béninoise. Nous tous, nous savons qu'à partir de nos constats que nous avons 3 principales catégories de noms. C'est-à-dire, il y a les noms chrétiens, il y a les noms musulmans et des noms endogènes. Donc, dans notre société béninoise, nous avons ces 3 catégories de noms. Et les noms chrétiens, ça suppose que là, c'est pour ceux qui sont dans la religion, le christianisme. Donc, du coup, de façon systématique, c'est à travers le calendrier tel que le doyen Haro vient de le dire. On sait que, bon, de façon systématique, la personne est née tel jour. On prend le calendrier, on regarde, il y a un nom chrétien qui est là, bon, et puis on lui colle ça. Et puis, pour toujours, il porte ce nom. Quand nous prenons les musulmans, eux aussi, certainement qu'ils ont leur calendrier, et puis on lui regarde, et puis on lui donne, et puis on colle. Quand nous prenons la religion endogène, à ce niveau que ça va un peu plus en profondeur, il y a aussi plusieurs choses à ce niveau, puisque la tradition béninoise ou la tradition africaine, nous n'avons pas un calendrier, mais nous avons certainement des outils vraiment plus performants, plus forts, et qui permettent effectivement d'identifier un nom, et puis accrocher à la personne, et puis cette personne porte ce nom-là pour toujours. Et il y a déjà des noms légendaires. Si nous prenons la tradition toujours africaine, il y a déjà des noms légendaires. Les noms légendaires où on sait que quand c'est un enfant qui est né, peut-être certainement suite à un certain événement ou bien c'est incarné par une déité. Vous voyez, si nous prenons la déité Ho-Ho, que les Blancs appellent les jumeaux. Vous voyez, quand la personne est née, on sait que bon, la personne est incarnée par la déité Ho-Ho. Donc du coup, on n'a plus besoin de réfléchir par rapport à quel nom lui attribuer, quel nom lui donner. On sait que si c'est deux bébés de sexe féminin qui sont nés, du coup, en tout cas, si nous prenons l'air culturel Yoruba, on sait que soit est-ce que c'est Toto ou bon, je ne sais pas. Je ne connais pas. Hein? Ou bien si cet enfant peut-être est né après les jumeaux. Du coup, bon, on sait après les jumeaux, on sait. On sait, du coup, on sait que si c'est Dossou, Dossou, ainsi de suite. Donc, il y a déjà de ces noms légendaires dans la tradition.
dans la tradition africaine. Il y a aussi des noms, effectivement, où l'on donne suite à l'incarnation des déités. Si nous prenons les déités comme Zapata, ainsi de suite. Donc, on sait déjà quel nom donner. Si on sait que cet enfant-là, c'est l'esprit de Zapata qui l'incarne, là, dans la tradition, il voit déjà quel nom lui donner. Et puis, et bien sûr, à travers la consultation. Donc, de façon pratique, c'est ce qui se fait dans la société, c'est ce que nous remarquons dans la société à travers, en tout cas, nos observations, les constats. C'est comme ça les noms se donnent. Donc, j'ai profité pour faire cette clarification, cette catégorisation des noms dans notre société béninoise, dans la société africaine également. Pour venir au facteur qui détermine les choix. Bon, oui, pour venir au facteur qui détermine les choix. Voilà. Et on y est. Au facteur qui détermine les choix, c'est ça que nous venons également de dire. Parce que si tu es chrétien, on suppose que l'enfant est né d'une famille chrétienne. Donc, le choix, il n'y a plus autre facteur que, vous voyez, ils prennent un calendrier et puis on ne veut pas regarder quelle est la motivation avant de pouvoir donner le nom. On sait que de façon figée, il est né tel jour, l'enfant est né tel jour. Dans le calendrier, on regarde la date et puis on lui donne. Maintenant, c'est un peu au niveau de notre tradition africaine que le facteur qui détermine le choix est beaucoup plus ancré. La suite à des événements. Vous voyez, on sait que les parents ont vécu un événement, ça peut être malheureux comme heureux. Donc, à travers l'événement, on voit que, si l'enfant là qui est né vraiment va porter tel nom, soit c'est pour interdire à jamais cet événement malheureux, ou soit c'est pour glorifier en réalité peut-être un événement bien quelque chose. Vous voyez, et si nous prenons comme exemple peut-être un couple qui a eu des difficultés, peut-être à concevoir, ou bien peut-être un couple à chaque fois quand il y a la conception, l'enfant meurt. Du jour au lendemain, peut-être le lendemain, mais le lendemain, l'enfant meurt. Et 3 à 4 fois successives. Vous voyez? Donc, la culture africaine a une certaine manière, a une certaine pratique de mettre fin à ce système qui consiste en réalité à faire disparaître ou bien à ce que l'enfant disparaisse du jour au lendemain. Du coup, à travers cette pratique, on donne un nom, on fait d'abord une pratique et il donne un nom pour dire, plus jamais on ne veut plus cet événement malheureux. Et ça coupe réellement? Ça coupe le cycle? Et ça coupe réellement. En tout cas, pour ceux qui ont fait l'expérience, beaucoup ont témoigné que ça coupe réellement et de façon systématique. Parce qu'effectivement, dans la société, avant de savoir que tu viens problème, certainement, il y a déjà plusieurs événements. Et puis, à un moment donné, l'individu se réveille pour dire, il faudrait que je fouille un peu plus pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans ma vie. C'est en ce temps, certainement, qu'il y aura certaines révélations à travers une consultation du phare. Et du coup, on dira, voilà. Il y a l'esprit d'Abiku qui est en train de déranger, et ainsi de suite. Du coup, vous êtes tenu de faire le rituel Abiku pour mettre fin de façon systématique à cet événement malheureux et pour que désormais vous puissiez vivre heureux. Donc, une fois la pratique effectuée, vous voyez les parents, il y a un nom qui est là que les parents donnent. Et à partir de cet instant, c'est que c'est à partir de tel enfant-là qu'on a mis fin vraiment à tel événement malheureux et désormais tous ceux qui viennent après voient que tout le monde reste dans la vie. Et on nomme tous ceux qui sont partis? On donne un nom à tous ceux qui sont partis avant cet enfant qui a... C'est tout qu'on fait. On sait qu'il y a des rituels qu'ils font, mais est-ce qu'ils donnent un nom à tous ceux qui sont partis? Je ne pense pas, vous voyez, non? Mais au moins à partir, il y a un nom qui porte certainement une énergie et qu'on donne à celui qui est là pour dire désormais, toi, tu dois rester. Mais c'est suite à des... Est-ce que ce n'est pas une charge un peu trop grande, une énergie un peu trop énorme, puisqu'il représente peut-être toutes ces personnes-là qui sont parties avant elle qui vit, cette personne-là? Au fait, est-ce que cette énergie, ça ne peut qu'être une énergie positive? Et vous voyez, s'il faut... il est vrai que nous sommes en train de travailler sur l'identification de nom et non tellement sur la spiritualité. Il est vrai que les deux vont de pair. Mais au fait, ce qui est sûr, c'est comme une charge. Comme quelqu'un l'a dit sur ce plateau, c'est comme une charge positive qu'on donne à l'enfant. Et cette charge-là, effectivement, c'est tellement à travers le respect de certaines choses, de certains normes,
cette charge-là suit effectivement de façon positive l'individu et certainement la famille également. Vous voyez, donc c'est à peu près ça. Bon, comme je le dis, hein, il y a le doyen Aro qui est là, il est immensement riche en termes de... Je voudrais tout simplement ajouter que je fais bien toutes les démonstrations, mais il faudrait reconnaître que les noms là, ça dépend des tribus, des familles. Si chez les Bariba par exemple, automatiquement, c'est comme je le disais tout à l'heure, on prend un calendrier, si on se réfère aux colons. Mais chez les Bariba, quand tu es premier fils ou bien second fils, là, ça a des noms. Ça a des noms qu'ils portent, que les nouveaux bébés portent, jusqu'à leur fin, selon les données de la condition humaine. Mais si, par exemple, comme vous l'avez dit, si, par exemple, en ce qui concerne les divinités Sapata, par exemple, le premier fils, là, c'est Tossou, du Sapata. Le second, c'est Tossa. La fille, c'est Tossi. Tout ça, là, nous amène nécessairement à comprendre que l'âme de celui-ci est liée à telle ou telle divinité, ainsi de suite. Donc, pour renchérir, je dirais que c'est réel. Il faut se fier à l'ethnie et à l'existence sociale dans un contexte purement logique. D'accord. Monsieur Akomayon, c'est à vous. Je voudrais rebondir un peu sur certains aspects soulevés dans l'intervention de M. Babalao, qui m'a semblé, au moment où il parlait des non-chrétiens, par exemple, il a dit, oui, on choisit seulement dans le calendrier. C'est qu'il existe chrétiens et chrétiens, parce qu'il y a aussi des chrétiens aussi qui choisissent, non pas dans le calendrier, mais qui choisissent des non-chrétiens, d'individus qui avaient déjà existé dans le passé. Aussi, dans le cas des jumeaux, on dit que c'est des jumeaux systématiquement, c'est pas vrai. Dans le cas des jumeaux, il y a encore des noms qu'il faut rechercher et préciser. Comme quoi? Comme par exemple, ces jumeaux-là. Il faut savoir si ces jumeaux-là sont Torosu, par exemple. Et là, c'est un autre nom qu'on donne. Ce n'est pas parce que c'est des jumeaux systématiquement. Il y a des jumeaux qui naissent seuls. Si les seuls, il n'est plus jumeaux. Mais la tradition. Ou l'autre est décédé. Pas décédé, il naît seul. Il est considéré comme. D'accord, ok. Et là aussi, ça change un peu. Je voudrais ajouter les influences. Les influences de la société. Les influences lunaires, les influences. Et dans les influences, l'exemple le plus qui m'intéresse ici, c'est on est à la télé. La télé aussi aide à produire des noms. Parce que vous entendez un film il a surtout les feuilletons. Les moments qui aiment les feuilletons, peut-être qu'il y a une belle femme ou un homme gentleman. Les diablos. Et vous allez à l'hôpital, on vous demande quel nom vous voulez donner. La dame, il dit, écoute, parce qu'elle a déjà vu Diablo, il dit que son petit sera Diablo. La sage-femme dit, non, nous, on ne va pas donner naissance à un diable ici. Un Diablo. Et aussi, dans certains milieux, par exemple, dans certains milieux au Bénin, je ne vais pas nommer le milieu, vous avez des Yamaga, vous avez des Aromanegbe, vous avez des Apiti. Donc, on s'en va chercher aussi des noms au niveau directement au niveau de la société, parce que un individu porte déjà une certaine aura qui intéresse la famille au moment de choisir les noms. Je suis totalement d'accord avec l'idée que le nom est un facteur hautement culturel. Et il faut expliquer. Et moi, pour expliquer, je vais prendre le nom d'un fruit. Quand par exemple, pour parler de l'énergie que le nom dégage, quand vous prenez par exemple le nom du fruit, par exemple, qui s'appelle Asro, le nom, vous avez Astro. Comme pomme sauvage en français, je pense. Non, ça n'existe pas en français. On ne peut pas donner un nom. Je ne sais pas, je demande. Donc, il n'y a pas son nom en français. C'est justement de ça que je voudrais parler. Parce que quand vous dites pomme, vous avez Astro. Dans la culture fond, ils appellent Astro. Et Astro veut dire retour. Ayant un Astro, si tu vas revenir.
Ah bon? Et ça veut dire, au moment de choisir, bon, je ne suis pas en train de dire que c'est forcément le nom d'un individu. Je voudrais expliquer comment le nom est la formation, l'esprit dans lequel on forme le nom. Donc, quand je dis Asra, on sait que si tu veux voyager, tu peux confier ce voyage à ce flux qui est programmé pour assurer tout retour. Mais quand nous appelons ça pomme sauvage, pour dire que Asra, quand vous allez dans la culture fond, on l'appelle Asra. Mais quand vous transposez dans une autre culture, vous l'appelez pomme sauvage. Ça ne déclenche plus l'énergie qui est conférée selon la culture qu'il appelle Asra, l'énergie qui est conférée à ce fruit. Je veux dire. Vous voyez, ça dit, pour expliquer que c'est un outil hautement culturel. Mais si vous allez chez les Yoruba, eux, ils n'appellent pas ça Asra. Okay. Eux, ils ont un autre nom. Ils ont un autre oui, nom. Ça donc l'énergie, l'information, le message qui est, le programme qui est mis dans ce nom varie d'une culture à une autre. C'est pourquoi il est très important qu'au moment de former le nom, que l'on sache quels sont les éléments que l'on mette. On dit, quand Besugla. Non sommes nous. Besugla non sommes nous humains. Besugla non sommes nous humains. L'audace. Quand si vous voulez parler de l'audace, vous n'allez pas dire Besugla en français ou dans une autre culture. Il faut le dire dans la culture. Je ne sais pas ce que c'est que Besugla en français avant de. Au bec audacieux. Non, le héron, c'est ça ou bien vous voyez, je commence à chercher des noms en français. Continuez. Donc, nous avons pour les noms, parce que c'est sûrement que vous allez parler de ça tout à l'heure, que les noms ont été totalement transformés pour ne plus servir, en général, pour ne plus servir leur mission, pour ne plus transporter l'énergie, le rôle spirituel qui devrait être conféré. Aujourd'hui, quand on dit Toussaint, moi, ce nom, ça ne veut rien dire. Ça ne produit aucune énergie. Aucune énergie. C'est Toussaint comme tous les saints? Oui. Le 1er novembre. C'est de quel saint on parle? Bon, moi je ne sais pas. Je ne sais pas le saint qui est identifié dans tous les saints. Donc voilà, et c'est même attaché à la mort. Bon. Donc voilà, donc le choix du nom doit être une préoccupation majeure. Nous assistons aussi à un phénomène aujourd'hui où le nom de l'enfant est un mélange d'une partie du nom de la maman et une partie, c'est la mode d'aujourd'hui. On prend une partie du nom du papa plus une partie du nom de la maman et en combinant les deux, ça donne un nom sans contenu. Sans contenu parce que personne auparavant, si je dois rester dans la logique du Fa où on ramène le nom d'un aïeul, etc. Ça ne correspond à rien dans notre culture. Et c'est ça qui est en train de se développer actuellement. Vous avez des noms bizarres où vous avez on veut, parce qu'on veut exprimer, peut-être que c'est pour dire comment on aime sa femme ou bien la femme aime son mari. Et on veut dire que c'est nous deux qui avons généré l'enfant, alors forcément il faut mettre une partie du nom de l'autre. Et ça ne correspond à aucun objet. Parce que dans le nom, il faut un objet. Et il faut un objet et il faut l'énergie. Un objet, je donne un exemple. Quand je prends un Romaillon, oui. Enfin ça c'est le patrimoine. Quand vous prenez ce nom du doyen, il y a plein d'objets dedans qui interagissent. Quel type d'objet? C'est pour ça que je voulais comprendre. N'importe quel objet, toute la création, tout ce qui est dans la création constitue, tout est objet. Tout, même l'être humain, tout. Il faut considérer objet égal à tout élément matériel ou immatériel de la création, de l'univers, considéré comme objet. D'accord. Oui. Mais quand on associe les noms de ces parents-là qui sont associés, ont forcément des objets, non? Je ne sais pas si vous comprenez la question. Par exemple, moi je m'appelle Angèle, vous vous appelez Toussaint. Oui. Peut-être... ça ne veut rien dire. Ange tout, je ne sais pas où tous anges, je ne sais pas moi. Mais Toussaint a une énergie. Angèle aussi a une énergie. Je demande si en fusionnant les deux, on ne crée pas une nouvelle énergie. Oui, forcément, mais c'est ça. Oui, et je vous coupe pas. Clarifier toutes mes excuses. Oui, allez-y. Clarifier cet aspect-là. Et vous voyez, selon Lamartine,
Il dit, objet d'inanimé, avez-vous donc une âme qui s'attache à une autre âme et la force de les aimer? Ça veut dire beaucoup de choses. Beaucoup. Ça veut dire qu'il y a une interaction des énergies dont il faut tenir compte et ne pas s'évader dans les considérations qui ne tiennent pas et qui font cas de méconnaissance des facteurs de nomination des identités de chaque être né. Et puis c'est la méconnaissance par rapport, comme vous le dites, papa et maman et là, qui donnent ces noms-là. C'est la méconnaissance des facteurs de désignation des noms de son nouveau-né. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer? Alphonse de Lamartine. Je ne sais pas si vous comprenez. Et cette citation-là, c'est très important. Très important. Oui, donc je disais, donc le nom permet d'identifier, de programmer. Quand je parle de programmer, je continue de dire que c'est la programmation neurolinguistique, c'est-à-dire ce que le nom, le contenu qui est mis dans le nom, c'est-à-dire le contenu du nom est un programme de vie. Surtout, ça se remarque surtout chez nous à Abomey, au moment où l'individu doit se donner un nom. Un chef qui se donne un nom. Il se donne un nom en proclamant, en donnant, en disant, en proposant un programme. Bon, un peu comme le roi Béanzin qui avait... C'est un programme. Ok, c'est un programme. Un peu comme le roi Béanzin. Oui, c'est un programme. Donc, Béanzin, c'est ça, hein? Oui, enfin, si j'arrive à... On doit tenir compte de cette explication qui se trouve sur Google partout et qui n'est pas la vraie. Ah, mais si on s'égare, c'est le moment de rectifier. Oui. Là, pour le nom du roi Béanzin, par exemple, c'est une incarnation. C'est une incantation surtout. C'est une incantation qui a abouti à la formation de son nom. Il dit, l'arbre est né sur la terre et la terre l'a redressé. La colline est née sur la terre et la terre l'a redressée. Je suis né sur la terre, je tiens quelque chose de précieux dans la main et la terre m'a redressé. Ah, attends. D'accord. C'est ça là. Voilà. Ok. Ça c'est le contenu. Maintenant, au moment de la colonisation, où il fallait trouver une manière de raccourci pour expliquer les noms, on a dit Béanzin, d'ailleurs on écrit Béanzin Aïdjelé. Donc c'est toute une transformation qui découle d'une intention de remplacer notre culture par la culture occidentale. D'accord. Ok. Donc je note essentiellement que plusieurs facteurs interagissent dans la formation du nom. Maintenant, on a parlé de ceux-là qui choisissent le nom, peut-être dans le calendrier. Vous avez dit qu'avant, on ramenait les ancêtres qui avaient déjà vécu leur nom, etc. Est-ce à dire que ceux qui ont des noms de calendrier, comme moi, qu'on a nommé Angèle, enfin, c'est vrai que j'ai un autre prénom de chez nous, typiquement béninois, est-ce à dire que ces prénoms n'ont aucune énergie si on part dans le sens que tout nom de chez nous a une énergie? Monsieur Haro. Oui, bon. Madame Angèle, à ce niveau-là, il faut qu'on soit prudent. Il faut qu'on soit prudent. Si vous êtes né, par exemple, le 13 octobre, et là, c'est Géraud ou bien Édouard, si votre naissance est en adéquation ou est en compatibilité avec l'axe lunaire, là, tous ceux qui naîtront ce jour-là auront les mêmes caractéristiques. Le problème ne se pose pas. Mais si ce n'est pas en adéquation, c'est pourquoi je fustige ces manières de nommer ceux qui viennent d'arriver au lieu de se rabattre dans leur ethnie pour faire nommer leur nouveau-né. Et les noms, prendre au pifomètre en ce qui concerne les naissances là,
moi, j'ai trop de réticence à ce niveau. Mais il faudrait qu'il y ait une incompatibilité de l'axe lunaire par rapport à l'existence là, le jour là, pour que vous verrez que tous ceux qui sont nés par rapport à ces influences auront les mêmes caractéristiques. Mais si tel n'est pas le cas, nous l'avons porté parce que nous l'avons porté. Le blanc a fait ça à plus forte raison. Et disons-nous la vérité, hein, et ce qui se passe. Le blanc a fait ça pour toujours cultiver sa manière de nous coloniser. Enfin, continuer à mettre son veto, sa domination. Et je voudrais vous dire, et dans le temps, avec le recul du passé, en ce qui concerne même les prêtres, hein, avant, quand on faisait baptême, là, on donne le nom traditionnel de l'enfant. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Hein. On va revenir sur cet aspect-là. Non, pour vous dire que, en réalité, avec le problème de prendre le nom du calendrier ou là, ce n'est pas tout à fait ancré dans nos cultures. Nos cultures, c'est des baptêmes, c'est des traditions qu'il faut faire pour que l'enfant retrouve l'essence même de son existence. À partir de là, bon, on peut se dire, d'accord, l'enfant est né dans nos mains avec nos traditions et évolue par rapport à ce que nous faisons jusqu'à son extinction. Les gens vous diront, mais ce n'est que non. Pourquoi faire tout un rituel pour nommer la personne alors qu'il faut juste l'identifier et lui donner un nom? Madame Angèle, le fait de dire que ce n'est que non là, c'est ça qui nous amène au caractère dangereux même, je dirais, suicidaire. Ce n'est qu'un nom. Oh, le nom, la vertu que cela comporte, vous suit durant toute votre vie, selon les données de la condition humaine. L'homme naît, vit, souffre, procrée et meurt. Appartient à un groupe social avec ces caractéristiques. Est-ce que vous voyez? Bien sûr. Ben, si vous dites que ce n'est qu'un nom, ça veut dire que ce n'est qu'une famille. Soyons prudents dans ce contexte pour savoir que quand un individu porte un nom, surtout dans nos traditions africaines, et ça varie d'une région, l'autre l'a dit tout à l'heure, ça varie d'une région à une autre. Ça varie d'une divinité, des enfants qui sont issus d'une divinité à une autre. Là, c'est important. Mais ce n'est qu'un là. Il faut nous banalisons pas, en fait, la chose. Ça veut dire que nous banalisons notre tradition. Bon, je vais quand même finir par pas poser la question à M. Bouala, mais ils vous diront, mais et ceux dont nous portons les noms blancs, ils ne font pas tout un rituel pour nommer, bon, ou bien c'est leur culture à eux. Bon, ceux dont nous portons les noms des blancs, c'est-à-dire, vous voulez parler des noms qui sont dans le calendrier. Les calendriers, c'est pas de chez nous. Oui, bien sûr. Bon, ils ne font pas à ce niveau, ils ne font pas un rituel. Mais ils vivent, bon, ils ont des expériences, ils ont des énergies, ils sont peut-être grands. Bien sûr, on est d'accord. Bon, moi, l'analyse que je peux faire par rapport à cette situation des noms de calendrier, qu'on le veuille ou pas, là, l'évolution aussi, l'évolution du monde, aussi vers le christianisme, qu'on le veuille ou pas, c'est que ça a un point de départ. Et quand nous parlons d'un point de départ, ça suppose qu'il y a toujours une tradition. Donc, quand nous parlons des Blancs, tout est basé aussi sur la tradition, hein, qu'on le veuille ou pas. Donc, qu'on le veuille ou pas, les noms qui sont dans le calendrier, c'est certainement que à un moment donné, à une époque donnée, ils ont su que c'est des gens, ou bien il y a des gens qui ont eu à faire des choses de façon légendaire. Donc, du coup, il faut quand même chercher à pérenniser leur nom, ainsi de suite. Donc, qu'on le veuille ou pas, il y a quand même aussi une énergie, il y a une synergie quand même, il y a une énergie à ce niveau. Et même si ce n'est pas nécessairement l'énergie de celui qui avait porté ce nom, ou bien de ce blanc qui avait porté ce nom, mais qu'on le veuille ou pas, il y a l'énergie de l'individu même qui est né, et puis à qui on a attribué ce nom, le nom d'un blanc, selon les calendriers. Mais pour nous, ce que je peux aussi ajouter comme analyse, c'est très rare de voir quelqu'un au Bénin ou en Afrique porter un seul nom, même s'il y a le nom de calendrier. Vous comprenez, c'est très rare. Il y a toujours le nom
indigène qui est souvent là. Donc, à partir de ce nom indigène, ça suppose que l'énergie recherchée est toujours là. Il est vrai que la tendance est de sorte que, vu la modernisation, vu l'évolution du monde, la tendance qu'on remarque, c'est qu'on abandonne progressivement nos noms indigènes au profit de noms qui a été donné à travers le calendrier. Oui, puisqu'on a présenté l'indigène comme le négatif, on a présenté le traditionnel comme le mauvais. Et c'est ce qui fait que progressivement... Surtout avec les religions révélées, qu'ils m'en excusent. Bien sûr, et c'est là où il y a vraiment quelque chose à corriger. C'est là où il y a quelque chose à corriger parce que quand le veut ou pas, le nom indigène, c'est ce nom-là qui a été vraiment donné avec énergie, avec les rituels familiales, avec les rituels claniques. C'est ce nom-là qui a été attribué. Donc, ça suppose que c'est ce nom-là qui est vraiment véritablement chargé. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, et je pense que la majorité des Béninois suivent ça parce que en majorité, nous tous, nous portons un nom indigène. Moi, je suis Idossou, par exemple, et je suis fier quand on m'appelle Idossou. Ça veut dire quoi, Idossou? Ça veut dire que je suis venu après les jumeaux. Donc, une fois qu'on m'appelle Idossou, chez moi, ça suppose que je me reconnais venu après les jumeaux. Donc, c'est cette analyse-là que j'ai à faire par rapport à ça. D'accord. Oui, monsieur Romayo, vous voulez prendre la parole? Qu'est-ce qui déclenche l'énergie? Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui met qu'est-ce qui fait mouvoir, qu'est-ce qui met en marche le nom? C'est l'utilisateur. Si, par exemple, vous avez un nom indigène et un nom de calendrier, et si c'est le nom de calendrier qu'on n'arrête pas d'utiliser, qu'on utilise à tout, que les utilisateurs connaissent, c'est ça là qui pourrait avoir de l'influence sur l'individu. C'est souvent le nom qui est utilisé communément, qui est utilisé par les gens qui déclenchent l'énergie contenue dans le nom. Si le nom indigène n'est pas utilisé du tout, il ne produit aucun effet sur le porteur. Ça, c'est important. Il faut voir aussi le phénomène de ce qui est arrivé aux esclaves. Quand, au moment de l'esclavage, les esclaves étaient rebaptisés. On leur donnait d'abord un numéro et après, on leur donne un nom. Un nom ils adoptent le nom de famille de leur maître, etc. Aujourd'hui, ils ont une grosse difficulté parce qu'il y a un gros souci de recherche de l'identité. Les gens veulent revenir retrouver leur identité pour savoir qui ils sont. Les gens veulent savoir qui ils sont, mais on ne peut pas savoir qui on est en mettant totalement de côté le nom. Donc, c'est le nom qui leur permet de dire, ah, ce nom-là, est-ce que vous retrouvez tel nom? Un Martiniquais qui recherche un nom au Bénin va dire, ah, mon nom, c'est ceci. On va rechercher. Et très souvent, il arrive des cas où, au moment où de donner le nom là-bas, on dit, quel est votre nom? Vous dites, par exemple, je suis à Romayon. On dit, écrivez-lui à Mayon. Et en le rebaptisant, pensant qu'on est en train de transcrire le nom que l'individu a donné, on transforme le nom, on change le nom, et on brouille le nom. Et quand il arrive ici, il se perd totalement, il ne peut plus le retrouver. Donc, ça a été ce qui a été un grand malheur dans l'esclavage, c'est aussi le changement des noms, le fait de rebaptiser les noms. D'accord. Oui. Et aussi, je reviens aussi à l'aspect calendrier qui fournit les noms. Vous savez, très souvent, les saints là, qui sont dans les calendriers, ce sont souvent des gens qui ont vécu des difficultés énormes, qui à un moment donné ont vécu des injustices. Certains ont été décapités, d'autres ont été jetés en prison, et parce qu'ils ont résisté face à certaines difficultés, on finit par faire d'eux des saints, on finit par faire d'eux. Et qu'est-ce qui va se passer? Le processus, je dis, c'est ce qui se trouve. L'église ne sera pas du tout d'accord avec vous. Je ne parle pas en l'air. Je ne parle pas en l'air. Je ne peux pas croire. Très souvent, quand on dit que tel est un saint, c'est qu'il a vécu très souvent une certaine, ils appellent ça sacerdoce, ils ont vécu un certain nombre de choses. Et quand vous donnez ce nom-là à votre enfant, si l'enfant
le porte bien, alors préparez-vous à ce qu'il vive ce qui est le contenu de ces saints. C'est pas si systématique, monsieur Aron. Oui, mais donc ça veut dire que les noms de saints que nous portons, ces noms n'ont pas de sens, c'est vide. Sinon, ça doit s'accrocher à un objet, comme je disais depuis le début. Ça doit s'accrocher à un objet. Et c'est les propriétés de l'objet. C'est les propriétés de l'objet qui permettent les propriétés de l'objet qui permettent de former le nom. Donc on prend, en fait, quand vous parlez de Quand propriété, on dit tous les saints, par exemple, quand on dit tous les saints, tout de suite le lendemain, il faut aller au cimetière. Oui, ça c'est le 2, c'est pas le premier. Mais c'est déjà le premier que ça a commencé. Quand on dit tous les saints, on pense aux morts. Le premier, il est dans notre Mais culture. c'est vrai que je ne finis pas mourir, mais non, le premier c'est un jour pas en saint. le portant comme une charge. Oui, c'est vrai, je me trompe. Le premier c'est un jour saint, c'est presque un dimanche pour les catholiques, puisque c'est leur chose. C'est un dimanche pour les catholiques, ils vont à la messe, ils célèbrent la messe comme l'Eucharistie du dimanche. Donc c'est un jour saint, c'est pas un jour des morts. Le jour des morts, c'est le 2 dans le calendrier. Oui, Angèle, ce qu'il faut comprendre avant d'être saint, c'est-à-dire avant d'être canonisé, c'est qu'il faut mourir d'abord. Forcément, la béatification vient pas que mourir d'abord, mourir et avoir, pour ce que j'en sais, mourir et avoir fait une grâce à une personne, 2, 3, en tout cas un certain nombre de grâces. Et c'est votre intercession qui marche et puis on finit par vous canoniser. Bon, c'est ce que j'en sais. Peut-être que je suis aussi dans le flou. Oui, mais ce n'est pas du ton vivant, c'est ça le problème. Oui, il faut mourir d'abord, forcément. Donc, oui. C'est dans ce sens que M. Aron parle en tout cas de la mort. Donc, vous voyez qu'il y a une logique, il y a une suite. Et en ce temps-là, une fois que, au sein, il y a un 1er novembre qui est dédié pour ceux qui ont été canonisés, qui ne sont plus là. Alors, il faut le 2. Ça, là, c'est pour généraliser, c'est pour tout le monde, quoi. Que ça soit non canonisé ou canonisé. Vous voyez, il y a cette vraiment logique. Bon, c'est une évolution personnelle, parce que votre prénom, c'est tout sain quand même. Hein. Ben oui, mais je me bats pour le remplacer. Est-ce que cela a un aspect négatif sur votre personne, monsieur Toussaint? Enfin, monsieur Aron Mayon, est-ce que ça a un aspect négatif? Non, le seul aspect que je constate, c'est que je ne finirai pas mourir un jour, c'est sûr. C'est la seule certitude de la vie. Mais pourquoi moi, pourquoi je vais porter ça comme une charge? Oui, pourquoi moi, je vais recommander à monsieur Aron Mayon de porter ça? Ce n'est pas que c'est porté comme une charge. Quand on parle des saints, ce n'est pas uniquement que des blancs. Donc, quand on dit tous les saints, ce n'est pas uniquement pour les autres. Oui, merci. Nous aussi, nous avons des saints. Vous voyez, donc, nous avons nos parents qui ont été vraiment célèbres et qui sont aussi des saints. Vous voyez, non? Et ça se remarque à travers même des pratiques. On va marquer une coup de pause et puis revenir pour aborder maintenant le pouvoir des noms, puisque ce sera la prochaine étape, c'est de savoir si on porte un nom, on récupère systématiquement, vous avez donné l'exemple des saints, est-ce qu'on récupère systématiquement, je vais dire, le vécu de ceux qui peut-être ont porté le nom avant nous? Ce sera la question, à tout de suite. Voilà, de retour sur ce plateau pour donc la deuxième partie de cette émission avec mes mêmes invités. Pour ceux-là qui viennent de nous rejoindre, je suis avec monsieur Edouard Arro, qui, comme je vous le présentais au début, est ministre à la Cour Arro-Glélé à Abomey. Je suis également avec monsieur Yemanvo Aron Mayon, chercheur indépendant de l'histoire. Et enfin, je suis avec monsieur Barthélémy Babalao, qui lui est socio-anthropologue. Monsieur Arro, la question est pour vous. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ma question. Oui, la vertu des choses. Oui, quand on porte le nom, le pouvoir du nom, quand on porte le nom d'une personne, peut-être si c'est un ancêtre, est-ce qu'on prend systématiquement toute la charge, toute l'incarnation qu'il a été, ou je sais pas, tout ce qu'il a été, est-ce que cela se reflète sur nous? Est-ce qu'on prend les mêmes traits caractéristiques? Oui, Madame Angèle, je voudrais vous dire également qu'à ce niveau-là, il y a des spécificités. Si le prêtre Fa, je vous ai dit que dans la tradition du plateau d'Abomey, généralement même dans les ethnies princières et autres, quand le prêtre Fa, le Bokonon, lui, il fait bien sa prévision. Quand le nom est donné, ça suit immédiatement les caractéristiques de l'être qui incarne l'enfant. Et immédiatement,
à ce moment-là, ce qu'il faut faire, s'il y a des sacrifices à faire et autres, là, on le fait en même temps, le jour où cela se passe. Et vous allez constater que durant l'existence de cet enfant-là, il portera les mêmes caractéristiques sociales, culturelles, et je dirais, pourquoi pas, philosophiques du nom de l'ancêtre qu'il porte. Ça, c'est fondamental. Et avec toutes ces vertus, je vous ai dit tout à l'heure que c'est le roi Guézo qui constitue mon ange gardien, comme on le dit. Et tout ce que je fais, sans le savoir, et tout le monde dit, mais il est dans la tradition, mais, M. Haro, Edouard là, il est dans la tradition de son ange gardien. Donc, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, si c'est bien fait, ça, c'est en adéquation automatique avec le comportement existentiel de l'être en question. Là, ça se passe de commentaires. Mais je voudrais vous dire, et je reviens encore sur la martyre, objets inanimés. Avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer? Du coup, vous allez toujours aimer, et ce dont vous héritez le caractère ange gardien. C'est fondamental également à ce niveau. Autre élément, et par rapport à ça, il faut voir, hein, les gens à qui on attribue, on dit, oui, il est incarné par tel ancêtre. Si ce n'est pas bien fait, il va évoluer à compte courant des caractéristiques de l'ancêtre en question, hein, de son ange gardien. Donc, pour dire que chaque nom a ses vertus, mais en fonction de celui qui détermine et qui porte cet aspect-là. Il y a également le phénomène de spiritualité qui joue beaucoup dans ce contexte. Et c'est cette spiritualité qui nous amène nécessairement, vous l'avez dit tout à l'heure, et l'autre là, monsieur Babalao, il a dit musulmans, chrétiens, catholiques, et c'est ça qui nous amène à voir le phénomène de l'importance de Dieu, c'est l'embarras des intelligences humaines. Et tout ce que nous aurons à réaliser comme étant Dieu, c'est d'être Dieu pour être notre manière de voir Dieu. Donc notre société est amenée à voir Dieu, à voir nos incarnations, à voir nos actes sur tous les plans là, en fonction de notre milieu social. Donc par rapport à ça, je me dois de vous dire tout simplement que dans l'affirmative, que celui qui porte le nom là est en adéquation avec les caractéristiques de l'ancêtre qu'il incarne. Monsieur Idossou, enfin, monsieur Babalao, Idossou Barthélémy. Avec plaisir, avec plaisir. Évidemment, si j'ai suivi un peu l'analyse de monsieur Haro, tout au début, je me suis posé vraiment plusieurs questions, mais heureusement que vers la fin de l'analyse, j'ai dit, il est revenu vers vraiment ce que je pense. S'il faut dire de façon systématique, est-ce que les noms que nous portons, est-ce que ça suit les caractéristiques de celui qui l'avait incarné dans le temps? Moi, je dirais pas de façon systématique, pas de façon automatique. Pas de façon automatique. Et je pense qu'à travers le développement du doyen, tout à l'heure, il l'a clarifié. Donc, ne pensons pas de façon systématique qu'une fois que nous portons le nom de quelqu'un qui a été vraiment célèbre, qui a été vraiment influent, donc que du coup, en tout cas, les études empiriques n'ont pas encore démontré cela. Donc, si vous prenez en tout cas une centaine de personnes qui portent des noms des ancêtres ou bien des ancêtres, en pensant que ces personnes vont pouvoir faire comme les autres, en tout cas, ils seront célèbres comme ceux qui avaient porté ces noms-là. Je pense qu'en majorité, ce n'est pas souvent le cas. Mais on doit aussi se poser la question, pourquoi c'est comme ça? Et c'est là où je le rejoins dans son analyse vers la fin, où il dit, si les choses sont bien faites dans les règles de l'art, là, effectivement,
on peut avoir les résultats que l'on veut, des noms que l'on donne. Mais si les choses ne sont pas faites dans les règles de l'art, je pense que ça ne donnera vraiment aucun résultat. C'est de là vous allez voir peut-être quelqu'un qui va porter le nom de quelqu'un qui a été célèbre et lui, peut-être les voyous dans la société. Vous voyez, non? Vous allez voir quelqu'un qui va porter le nom de quelqu'un qui a été célèbre et peut-être lui, c'est lui qui massacre tout le monde, c'est lui qui est mauvais envers tout le monde. Ouais, non. Or, peut-être le nom qu'il porte, c'est vraiment un nom qui a été tellement célèbre dans la société, peut-être dans le temps. Maintenant, lui, il le porte aujourd'hui et ça devient autre chose. Donc, et on se pose la question, on se dit, mais pourquoi il porte tel nom et il se comporte de telle manière? Donc, l'essentiel, on doit se dire, les noms que nous donnons, et effectivement, il faudrait que ça soit donné dans les règles de l'art, que ça respecte toutes les normes, certainement si c'est traditionnel ou culturel donné, que ça respecte ces normes-là. Et je pense que ce serait bénéfique pour la société. En plus, on peut porter le même nom. Je peux être ci-dessous, je peux être ci-dessous, mais chacun aura sa personnalité. Oui, chacun aura sa personnalité, puisqu'il y a aussi l'individu. Il y a l'individu même qui est là. Donc, ce n'est pas un résultat à 100%. Je voudrais préciser que quand on dit les propriétés, quand on dit que l'individu doit refléter les comportements de celui qui a précédemment porté le nom, il y a plusieurs propriétés. L'individu incarne beaucoup de propriétés. Bon, il ne faut pas que l'on compare l'individu à une propriété spécifique, celle qui est connue. L'homme qui est célèbre, qui avait porté le nom par le passé, il y a beaucoup de comportements qui le caractérisent, il y a beaucoup de propriétés que cet objet-là présente. Donc, pour dire que le porteur d'aujourd'hui de ce nom ressemble à chose, il faut qu'il réunisse plusieurs de ses propriétés. Plusieurs de ses propriétés. Si par exemple, c'est le célèbre, celui qui est célèbre, il est célèbre parce que face à la guerre, il a été courageux, il a été machin. Par rapport à ça, ce n'est qu'une propriété, ce n'est qu'un comportement, ce n'est que l'audace seule n'est pas la seule propriété que la personne représente. Il y a aussi d'autres comportements. Donc, il faut voir quel est le taux, quel est le nombre de... Si l'individu qui avait porté le nom, on identifie 10 propriétés chez cette personne, il faut dire, le nouveau-né, est-ce que le nouveau-né présente au moins 5, au moins 6, au moins 7? Il ne faut pas s'attendre à ce que l'enfant présente toutes les propriétés que... Et les nouveaux-nés ne peuvent pas présenter de propriétés, il faudra qu'ils vivent d'abord. À qui l'on donne ce nouveau nom. Donc ça, c'est fondamental. Je reviens sur l'aspect de l'utilisateur. L'utilisateur, c'est important. Il y a le porteur, celui qui porte le nom, et il y a les utilisateurs. Celui qui porte le nom, à peine il le répète 10 fois dans une semaine. C'est quand vous allez à un guichet de moyens que vous donnez votre nom. C'est quand vous... Mais c'est quand on voit Daharo venir et qu'on commence par lui prononcer ce nom qui vient du roi Guézo, c'est en ce moment qu'on on le recharge en cette énergie. Okay. Donc il ne faut pas ignorer, il ne faut pas oublier le rôle joué par les utilisateurs dans l'amplification, dans la charge énergétique du nom. C'est très important. D'accord. Oui. Maintenant, est-ce qu'il peut arriver que le nom porte des faiblesses? Parce que là, on a vanté tout le temps les forces des noms. Mais est-ce qu'il peut arriver que ça porte des faiblesse se retrouve dans les propriétés. Si, dans les propriétés, après tout, c'est peut-être un jour, le monsieur s'est montré audacieux, un jour, il s'est montré, c'est ça qu'on lui reconnaît, et que l'enfant à qui on a donné, ou bien l'homme qui porte désormais son nom, présente aussi d'autres caractères, c'est que l'individu avait aussi sa propriété de faiblesse, de force et de faiblesse. Il a aussi, peut-être que c'est, il fut un bandit, mais à un moment donné, vous savez, c'est le bandit, en étant bandit, il avait cultivé un certain courage. Il a cultivé des comportements qu'il a utilisés à un moment donné. Il dort dehors, c'est un enfant de la rue et tout. Il a appris à escalader les murs. Et puis un jour,
C'est lui qui sauve le bébé qui voulait sauter de l'immeuble. C'est lui qui allait le sauver. Et à partir de ce nom, à partir de ce jour, on a retenu son nom. Et c'est ce nom qu'on a commencé par donner à des enfants. Oubliant qu'il a été voleur. Mais là, c'est sa caractéristique ou bien c'est son trait de sauveur qu'on voit. Oui, c'est ce trait de sauveur qu'on veut valoriser. Qu'on veut valoriser. Mais on n'arrivera peut-être pas à valoriser entièrement. Il gardera aussi d'autres propriétés pour avancer dans la vie. On n'a pas qu'une seule propriété. On ne génère pas qu'un seul comportement. Voilà. D'accord. Oui. Ici, je dirais également que revenons au repère. Le roi Guézo, il a ses forces et faiblesses. Absolument. Il a ses forces et faiblesses. N'importe quel être sur terre a ses forces et faiblesses. Donc les noms que nous portons également comportent des énergies négatives. Bien sûr. Et ces énergies négatives, au cours de l'existence de celui qui porte ce nom, ça se voit. Et ça s'apparente à un comportement qui laisse entrevoir le commun des mesures à dire que oui, il est dans la logique du nom qu'il porte. Par exemple, si nous prenons Agonglo, le roi Agonglo, le réformateur, nous prenons Adam Rozan également, qui n'est pas souvent ce qu'on lui reproche. Nous prenons le roi Bianzin. Ici, à ce niveau-là, il faut comprendre également que à un moment donné, il y a, bon, je ne dirais pas, il y a des difficultés. Des difficultés sont liées à quoi? Bon, à ce qu'on sous-entend, faiblesse. Faiblesse. Parce que quand, vous voyez, il y a certains êtres, surtout quand à des moments donnés, ils sont face à une difficulté, ils se transforment en difficulté pour aller contre la difficulté. C'est le cas du roi Bianzin. C'est l'audace. Mais l'audace, ça ne paie pas toujours. L'audace, à des moments donnés, a également des insuffisances, des difficultés, et des revers. Donc cela, je dis ça au niveau des grands noms, mais au niveau de nos noms ethniques, culturels, il faut comprendre également que le cas d'Abikou, le cas des Roro, vous avez dit tout à l'heure, on dit Dossou, on dit Agoyi. Agoyi, vous savez, c'est un Roro, mais il est né seul. Mais c'est la manière dont il est né qui amène les autres à dire que c'est un jumeau. Et ses faiblesses, c'est quoi? Quand il commence par faire manifester les conséquences de son existence, ils sont autant à Goyue. Moi, est-ce que vous voyez? Donc, pour vous dire en un mot que il n'y a pas que aspect positif dans les noms, mais il y a également des énergies négatives, bon, dont il faut faire très attention. Et parfois, même dans nos sociétés africaines, on fait même des sacrifices pour conjurer ces faiblesses-là, dont il faut en tenir compte. C'est ça, Madame Angèle. Non, oui, quand on se réfère à la tradition, oui, certaines personnes font ces sacrifices-là, mais d'autres, bon, simplement parce que l'enfant est né de travers, on lui donne à Goyi sans autre forme de procédure. C'est qu'au finish, ça sera mauvais de donner ce type de nom à l'enfant. Non. Et je vais parce vous dire que si il ne fait jamais rien censé là, c'est que toute une vie n'aura pas de sens. C'est un exemple que nous venons de donner. Je vais vous dire ceci, il y a dans certaines sociétés africaines, vous me permettrez de taire les endroits précis, mais quand quelqu'un fait naître des jumeaux et autres là, dans l'ancien temps, je sais, dans les traditions encore les plus reculées dans ces zones-là, mais on les décapite. Est-ce que c'est... Et pourtant, c'est des noms qui sont vénérés ailleurs. Ça, c'est une faiblesse de nos cultures, ça.
Hein? Et ça, bon, il y a des non-dits et il y a également des révélations qu'on ne peut pas mettre sur la... Il faut être chercheur. Moi, je suis un enseignant-chercheur. Mais pas dans ce domaine. Pas dans ce domaine, mais qui, à des moments donnés, ne se livre pas au grand jour comme ça. Ça dépend de la manière où on fait une restitution du genre. Et ces éléments qui sont témoins de ces restitutions doivent en savoir comment il faut en utiliser. Et je parle sous le contrôle de socio-anthropologues. Est-ce que vous voyez? Bien sûr. Donc, ça dépend. Oui, monsieur Babalao, il vous a interpellé. Ah oui, merci bien. Et, je remercie vraiment tout le monde sur ce plateau ici, parce que c'est vraiment très riche comme débat. Et bon, comme faiblesse des noms que nous portons. Je pense que mes prédécesseurs, M. Awo, avec M. Apomoyon, ils ont déjà développé assez de choses par rapport aux faiblesses. Mais moi, je vais aborder la faiblesse liée à la société, même à la société, qui fait de sorte que quand tu portes un nom, on constate que, en tout cas, au sein de la même société, une autre personne qui porte le même nom que toi, lui, se comporte de manière très bizarre, vous voyez. Donc, du coup, toi qui portes ce nom-là, tu as honte. Donc, c'est comme ça, ça se remarque. Donc, c'est cette honte que l'on remarque au niveau des gens qui portent des noms, c'est-à-dire des mêmes noms, et où on se dit, bon, peut-être, est-ce que ceux-ci-là, ceux qui portent tel nom-là, est-ce que c'est de cette façon et tous se comportent? Donc, il y a vraiment souvent la honte que l'on voit aussi à travers les noms que nous portons. Ou bien si éventuellement, bon, le nom que tu portes, c'était un nom donné dans l'ancien temps, en tout cas à quelqu'un d'autre, et on voit que bon, celui-là, c'est tellement... On raconte l'histoire et puis sur toute la ligne, on ne voit que du négatif. On ne voit que du négatif. Là, l'intéressé qui porte ce nom, il se demande, mais pourquoi mes parents m'ont donné ça? Mais je pense qu'à travers l'explication de M. Awo tout à l'heure, il y a toujours quelque chose de positif que les gens ont eu à trouver et puis ils se sont accrochés à ça pour dire, bon, grâce à telle chose, voilà, donc ça a été vraiment merveilleux et c'est pour cela que on lui donne tel nom. Donc qu'on le veuille ou pas, que nous le veuillons ou pas, les noms que nous portons, que ça a son aspect positif et ça a également son aspect négatif. Mais on doit toujours souhaiter que l'aspect positif prime et en souhaitant que l'aspect positif prime, c'est qu'on doit faire les choses telles que cela se doit pour pouvoir retrouver des noms identitaires, des noms vraiment influents. D'accord. Et les noms vraiment dans la société, ça fait beaucoup de choses. Si ça n'a pas son importance, je pense que les gens ne seront pas en train de les utiliser. Quelle que soit la religion, nous voyons que l'importance des noms, c'est là. Même si nous prenons le christianisme, à travers des prières, vous voyez, ils invoquent toujours des noms. On invoque toujours des noms. Si nous prenons aussi la religion traditionnelle, avant de faire certains rituels, vous allez voir des invocations, on doit invoquer des ancêtres. Et invoquer les ancêtres là, on les appelle nom par nom. Vous voyez, non? On les appelle nom par nom des ancêtres qui ont été vraiment influents. Donc ça suppose que les noms, effectivement, jouent un grand rôle dans la société. Parlant du mot d'emploi, est-ce que parfois il n'est pas dangereux parce que il y a des gens qui portent des noms difficiles à porter quand même, et je ne juge personne, mais il me faut donner des exemples pour me faire comprendre. Je prends par exemple quelqu'un qui est nommé Arono. Je ne sais pas si vous voyez là où je veux en venir. Quelqu'un qui est né, on dit, je lui donne désormais Adjutant. Mais c'est grave, Adjutant c'est un voleur. À l'école, là, c'est celui qui est né sur la route. Au cours de la naissance. Au cours de la naissance. Au cours de la naissance. Ben là, ça n'a rien de mauvais. Mais ça, certainement, si vous êtes né sur la route, il y a des rituels, des sacrifices qu'il faut faire. Si vous ne faites pas les sacrifices, là, les conséquences vont vous suivre. D'accord. Est-ce que vous voyez? Bien sûr. Donc, par rapport à ces phénomènes-là, moi, je crois que il n'y a pas de difficulté à comprendre
Est-ce que vous voyez? Bien sûr, d'accord. Oui, monsieur Romain. Oui, parce que nous parlons de nom de famille, n'est-ce pas aussi? Parce que dans la Entre question, autres. on parlait aussi dans la catégorisation qui était faite tout à l'heure au début de notre émission, et j'aurais aimé trouver une place pour le métier de l'homme. Et aujourd'hui, vous allez constater que un enfant dont le père fut un chauffeur a des chances d'être un bon conducteur. Oui. A des chances d'être un bon conducteur. Et il y a des noms qui découlent aussi des métiers. Quand vous prenez par exemple les Madjers, les Rontondi, voilà. Quand c'est un Rontondi, vous avez un individu qui porte comme nom de famille Rontondi, il a des aptitudes à aller couper de petits bouts de fer à vendre. Quand, on dit le métier de l'homme, c'est celui de son père. Bon, pas systématiquement, mais bon. C'est pas systématiquement, parfois. mais c'est que non, rien n'est systématique dans rien n'est systématique dans ce que nous sommes en train de dire. Donc, dans la catégorisation, je trouve il faut qu'on trouve une place au métier. Le métier de l'homme peut aider à formaliser, à créer, à donner un nom pour se rappeler de son père qui fut son grand-père, qui fut un grand forgeron, de son grand-père qui fut un grand menuisier, qui fut un grand dans un métier donné. Ça influence sur le porteur de ce nom. L'influence est palpable. Oui, Madame Angèle. Oui, monsieur Ao. Et ici également, par rapport à l'influence dont il parle, vous voyez, il y a certaines familles, et quand vous avez des problèmes de locomotion, ou bien vous avez une luxation, ou bien vous avez une fracture, et qu'on vous amène dans cette famille-là, ils ont l'art, ils ont l'énergie nécessaire pour redresser votre locomotion, sans toutefois vous amener à l'hôpital et autres. Et on dit que ces familles-là, ils sont aptes, ce clan-là, à nécessairement guérir. Et on amène les malades, nos malades, vers ces guérisseurs-là, de cette ethnie donnée. Et il faut en tenir compte, c'est pourquoi les métiers, et ils sont spécialistes dans le domaine du massage technique spécifique. Donc là également... Et même quand vous prenez un enfant qui vous touche seulement, vous avez une certaine satisfaction. Oui. Pourvu qu'il soit... Donc c'est de l'influence aussi qui vient du nom donné à l'enfant. D'accord. C'est très important. Oui, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok, d'accord. Alors, nous allons finir sur peut-être les changements de nom. Puisque c'est vous qui pensez changer de nom. Oui, les changements de nom. Ah, est-ce que cela a un impact particulier? Bon, pas forcément changer Toussaint, je ne sais pas trop, en autre chose, mais les changements de nom à travers peut-être des actes de baptême dans une religion nouvelle. Moi, je dirais que le changement de nom n'influence pas véritablement, c'est ma façon de voir la chose, mais parce que même quand vous allez au tribunal pour aller changer le nom, on vous dit, telle personne qui s'appelait comme ceci, s'appelle désormais comme cela. Comme cela. Mais ce comme cela peut avoir d'autres vertus. Forme de baptême, ça veut dire que au moment de la naissance, là, il faut vraiment faire attention pour que le nom soit bien choisi. Et c'est l'importance de tout ce que nous avons dit ce matin. Et c'est très important que le nom, au moment de choisir le nom, il ne faut pas faire de la fantaisie. Il ne faut pas choisir pour plaire, choisir pour faire de choses. Il faut tenir compte de tout ce que nous avons dit là. Il faut prendre le choix du nom très au sérieux. Oui, la révélation spirituelle qui oblige à changer de nom, monsieur. Oui. Voilà, ça a des impacts particuliers. Le changement de nom, on ne veut pas refuser, ça arrive et puis ça peut arriver à tout moment. Vous voyez, non? Et puis, tel que vous venez de le dire, la révélation spirituelle, ça fait partie ou obligation de changer pour tel ça ou tel fait partie facteur des facteurs qui amènent les personnes à changer vraiment de nom. Donc, ce n'est pas forcément parce que le nom était mal donné au départ qu'on assiste au changement de nom. Si vous voyez, si je prends toujours, vous voyez quelqu'un qui certainement au départ était dans
la religion traditionnelle du jour au lendemain, et puis il se retrouve dans le christianisme ou bien dans l'islam. Donc, du coup, l'intéressé est obligé de suivre les normes de cette religion. Il en est de même pour le côté, quelqu'un qui était chrétien et puis du jour au lendemain se retrouve dans la religion endogène. Donc, à ce niveau également, il y a des changements de nom. Il est vrai que parfois, ce n'est pas constaté de façon systématique. Là où c'est souvent constaté et puis ça arrive, je pense que au niveau de certaines déités, au niveau de la religion endogène, vous voyez, si on suppose qu'aujourd'hui, si nous prenons la déité Sapata, donc quel que soit l'âge que tu as, si en ce temps-là, même si c'est à 50 ans que la divinité Sapata te choisit, donc tu dois nécessairement changer de nom. Vous voyez, non? Tu dois forcément changer de nom. Donc il y a ce changement de nom où il faut garder maintenant le nom de la déité qui t'incarne. Il faut trouver un nom dans le grégor de la déité qui t'incarne. Et là, ce n'est pas la faute certainement aux parents dès le départ, ni à l'individu aussi, à ce niveau-là. Et c'est sûr, c'est parce que on connaît l'importance, parce qu'on sait que bon, on appelle le tel nom-là. Avec telle énergie, ça va pouvoir donner telle vibration, telle énergie, que certainement les garants de la tradition procèdent de cette manière, de cette manière-là. Et puis, on a dit que les noms ont des impacts sur leur porteur. Est-ce que ces nouveaux noms auront leur impact aussi? Ce sera la grande intégration. Bien sûr, pourquoi pas? Certainement que les nouveaux noms aussi auront leur impact. Oui, oui, bien sûr. Monsieur Aho. Là, sur le plateau d'Abomey, il faut comprendre que quand vous êtes chef de collectivité ou bien vous portez un sacre de ministre, ainsi de suite, là, vous changez de nom. Ça a un impact. Ça a un impact, bon, au niveau d'abord de la collectivité, mais si vous allez jusqu'au tribunal changer ce nom-là, votre nom, pas ce nom-là, bon, là également, bon, vous lui avez donné une spécificité qui certainement a une importance au cours de votre existence. Parce que chez les rois d'Abomey, chez les grands dignitaires et autres, c'est le changement de nom qui constitue le caractère fort de leur manifestation, de leur existence. Il ne faut pas oublier ça. Mais nous parlons de changement de nom. Oui, à ce niveau-là, vous me permettrez, en ce qui concerne ces changements de nom, au dernier moment, ou bien à l'âge de 20 ans, 25 ans et autres, ça dépend également des conflits au niveau des familles, où celui qui est né n'a pas véritablement comme géniteur le nom qu'on lui a attribué. Est-ce que vous voyez? À ce niveau également, ça revêt une importance dont il faut prendre avec pincette, et ça n'a aucune influence. Si maintenant le vrai propriétaire recouvre son identité à travers sa progéniture, bon, il n'y a aucune difficulté. Parce que dans certaines familles, on dit souvent que allez le remettre à... Est-ce que vous voyez? Ça veut dire beaucoup de choses. Il va changer certainement. Et quand on va le remettre, ça veut dire qu'à ce niveau-là, on lui fera les sacrés, les cérémonies qui sont exigées au sein de sa vraie famille. Et ça peut avoir un impact à ce niveau-là. Donc, c'est très important en ce qui concerne les familles conflictuelles relevant de cette situation-là. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons conclure. Peut-être que chacun aura quelques minutes pour dire son mot de conclusion. On commence par qui, M. Romagnol, vous? Oui, je dirais tout de suite que c'est très important. Nous avons le nom constitue l'identité. Le nom, c'est l'individu quand il n'est pas là. Le nom est très important. Le nom est un programme, comme je disais au début,
le programme de vie d'un individu. Le programme de vie d'un individu, ce qu'il sera, ce qu'il est, etc. Ce qui va, à partir du nom, on dit, il porte ce nom-là. On sait déjà, certaines personnes, à partir du nom, peuvent déjà savoir quel type de personne, à quel type de personne on a affaire. C'est très important de rappeler à notre jeunesse qu'au moment de donner le nom à leur bébé, à leur enfant, de prendre ça très au sérieux. Très au sérieux. Parce que d'ailleurs, au niveau de la société même, au niveau de la société en général, quand les noms ne sont pas bien gérés, au niveau de la société même, il y a sûrement un impact. Aujourd'hui, nous ne sommes même plus. La société béninoise n'est plus ce qu'elle fut et ne sera jamais ce à quoi vers quoi elle avance. L'ensemble des noms nous permet de connaître le modèle, que nous avons choisi pour notre société. Est-ce que nous gardons le modèle occidental, entre griffes, je ne dis pas forcément que si nous prenons le modèle occidental, c'est que nous serons tous des hybrides, nous ne serons jamais ce modèle et nous avons déjà perdu le modèle que nous avons. Donc il faut restaurer le nom. Il faut amener les jeunes à commencer par repenser sérieusement le choix en écoutant cette émission. D'accord. Monsieur Babalaou, c'est à vous aussi. Oui, merci bien, Angèle. Moi, je dirais vraiment c'est très important le nom dans la société. Le nom, ça sert à l'identification des personnes dans une société. Donc, cela étant, on doit savoir quel nom donner, en tout cas au nouveau-né, aux enfants. Ça a vraiment un caractère vraiment très spécial et ça joue un rôle très important. Donc, raison pour laquelle vous aurez constaté aussi que en tout cas dans certaines sociétés, même quand l'enfant est né, le même jour, certaines personnes évitent même de donner le nom de façon systématique. Oui, parce qu'on ne sait pas quoi lui donner. Voilà, donc c'est pour ne pas faire des erreurs, faire des bêtises qui vont suivre certainement ce nouveau-né. Donc, raison pour laquelle certaines personnes procèdent de cette manière, même s'il y a la pression au niveau de la maternité, au niveau des services administratifs de la maternité pour pouvoir écrire quelque chose. Donc, les parents demandent, non, attendez d'abord. Donc, c'est suite certainement à des rituels ou bien à certaines procédures qu'ils viennent maintenant avec un nom spécifique maintenant pour l'enfant. Donc, c'est très important. Dans la société, on doit savoir quel nom donner à nos enfants pour vraiment ne pas faire de l'amalgame, pour ne pas avoir vraiment assez de conséquences négatives sur l'enfant. D'accord. Monsieur Ao, vu que vous nous venez d'une cour, j'ai une toute petite question, presque comme une ouverture. Est-ce qu'à travers le nom d'une personne, on peut appeler vraiment son âme? Son âme. Ah oui, je dirais automatiquement c'est oui. Et là, c'est même ce qui est exigé, c'est ce qui est recommandé. Si vous appelez le nom de tel individu, à plus dans notre société, avec tout ce qui se passe là, avec les intrigues et consorts, c'est à travers ces manières de faire là, et qu'on atteint l'âme de l'intéressé. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est par affirmatif que je réponds à cela. Il ne faut pas donner son nom en fait à n'importe qui. C'est là où on doit en venir en réalité. Ah oui, et c'est pourquoi je voudrais dire tout simplement qu'il faut tenir compte du contexte social, du contexte culturel et culturel de notre existence pour que nous qui sommes là, nous essayons de faire en sorte pour que les noms ne soient pas attribués, donnés n'importe comment, sans base, en ce qui concerne ceux-là qui doivent les porter. Eh bien, je voudrais dire qu'à ce niveau-là, le nom, c'est une vertu. Il nous faudrait, et dans une vertu, ça veut dire c'est la bienfaisance, c'est le caractère positif. Il ne faudrait pas se départir de ce caractère-là pour nous donner des noms qui malheureusement ne feront pas grand-chose en ce qui concerne le développement de notre société. Donc, en conclusion, tenons compte de nos vertus, de notre contexte, pour ne pas aller au-delà des difficultés qui malheureusement n'arrangent pas
l'évolution de la société. Merci beaucoup, Monsieur Edouard Haro. Je rappelle que vous êtes le premier responsable du secrétariat permanent des chefs cantons et chefs régions du Dahomey. Vous êtes du Dahomey, pardon, du Dahomey, c'est important. Donc, chef du secrétariat permanent des chefs cantons et chefs de région du Dahomey et également ministre à la Cour Haro Glélé Dabomey. Monsieur Barthélémy Idosou Babalao, qui est socio-anthropologue, et enfin Monsieur Toussaint Mavoa Romayon, qui est chercheur indépendant de l'histoire. Merci à vous pour vos contributions respectives à cette thématique sur le mode d'emploi des noms dans la tradition béninoise. Nous l'avons abordé, nous avons dit que le nom permet d'identifier une personne et ça permet également de le repérer dans la société, dans son clan à lui. Et les modes d'emploi varient d'un clan à un autre, d'une ethnie à une autre, des systèmes à un autre. Donc, il n'y a pas de motif standard. C'est selon les événements, selon la tradition. Et l'idéal, c'est de recourir toujours, pour ceux qui y croient, au phare pour pouvoir faire un bon nom. Et s'il y a peut-être des sorts mauvais à travers ce nom, conjurer les sorts. Et faisons attention à qui nous donnons les noms. Voilà, c'est tout pour le débat du jour. Prenez soin de vous et très belle journée.